Oui, je vous en prie, on ne va pas l'attendre, ça va être plus informel que cela. C'est la wiki-attitude ou c'est le... vous êtes écrivain. J'ai écrit plusieurs livres, donc ouais. ça doit me qualifier en tant qu'écrivain. Certains sont des ouvrages de philo, donc ça me apparemment me qualifie en tant que philosophe. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que philosophe ou écrivain, j'ai plutôt tendance à aimer le logos plutôt que le login. Le logos. Ou Eros plutôt que les numéros. Ou les buts plutôt que les bits. Mais puisqu'on joue avec les mots, j'aimerais commencer par une petite lettre, si on peut la voir à l'écran, qui illustre l'une des plus grandes farces et un des plus beaux coups marketing du siècle en France. Alors je crois que la régie se met en ligne. Si la régie est d'accord, je vais commencer à vous la lire. C'est une lettre de Jacques Perret, qui était professeur à Normal Sup, à la Sorbonne, etc., et qui a été consulté en 1955 par IBM, par le département marketing d'IBM. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette histoire. IBM cherchait un mot pour lancer ses machines, ses computers en France. Pour des raisons plus ou moins obscures, le mot computer a été jugé gênant. Et Jacques Perret a écrit cette lettre. Alors, je vous la lis si elle n'est pas lisible. Que diriez-vous d'ordinateur ? C'est un mot correctement formé, qui se trouve même dans le littré comme adjectif désignant Dieu, qui met de l'ordre dans le monde. Un mot de ce genre a l'avantage de donner aisément un verbe, ordiner, un nom d'action, ordination. L'inconvénient est que ordination désigne une cérémonie religieuse, mais les deux champs de signification, religion et comptabilité, sont si éloignés, et la cérémonie d'ordination connue de si peu de personnes, que l'inconvénient est peut-être mineur. D'ailleurs, votre machine serait ordinateur, et non ordination. Et le mot est tout à fait sorti de l'usage théologique. Voilà la farce de Jacques Perret, qui, soit dit en passant, était en réalité un grand théologue, et qui donc a réussi à introduire un mot d'essence religieuse dans la langue française. Alors c'est une sorte de pied de nez, effectivement, mais on va vers cette nouvelle religion de l'ordinateur et plus largement des échanges de données, d'Internet. On sait qu'il y a eu longtemps un I majuscule, j'espère que ça va se banaliser. Vous êtes philosophe. Le créalisme dont vous êtes, je ne sais pas si vous êtes son fondateur de ce mouvement, qu'est-ce ? Vous êtes en tout cas un propagateur. Donc quelle est cette définition que vous donneriez à ce créalisme et quel rapport avec les propos bien charpentés d'Yves Rome qui nous parle d'ordinateur, qui nous parle du petit village de tel endroit qui mérite d'être relié au monde, sinon le voilà qui entrera en révolution. Donc c'est mon néologisme après Jacques Perret qui avait ordinateur. Moi je propose créaliste pour désigner tout simplement l'époque dans laquelle on vit, l'époque des créations de réalité, l'époque où, au fil des siècles et surtout depuis 100 ans, la création est entrée dans le domaine public. Longtemps c'était le privilège de Dieu, on le retrouve, puis d'une élite, d'une aristocratie, d'une élite financière. Au XIXe siècle, vers 1882, Nietzsche écrit « Dieu est mort ». Ça veut dire quoi, Dieu est mort ? Ça veut dire que désormais, la création est tombée dans le domaine public. Et ce qu'on voit aujourd'hui, dans beaucoup de pays, peut-être moins en France, mais je pense que l'aspiration est internationale, c'est que désormais le peuple aspire à créer sa réalité et non pas simplement à s'adapter à une réalité qu'il n'a pas désirée et où il ne reconnaît pas le reflet de son âme. C'est ce que j'appelle l'époque créaliste, on aurait pu lui donner un autre mot, et c'est l'époque, à mon avis, dans laquelle on vit. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce résumé. C'est toujours compliqué de résumer un livre en 20 minutes, puisque si je suis trop bon, vous n'aurez pas envie de le lire. Si je suis mauvais, vous n'aurez pas non plus envie de le lire, donc je vais essayer d'être médiocre. Mais nous sommes des ordinateurs créalistes, c'est le nom de cette petite intervention. Ça veut dire, déjà, n'oublions pas que l'ordination, le fait d'ordonner le monde, le fait de choisir ceci plutôt que cela, de prendre des décisions, ça c'est éminemment humain. Aucune machine
à ma connaissance, ne pourra jamais prendre des décisions en termes vraiment de décision. Ça sera peut-être des données nécessaires ou des conclusions nécessaires après des calculs, mais l'homme est le véritable ordinateur. C'est l'homme qui nomme les choses, c'est l'homme qui ordonne le monde. Et pourquoi créaliste? Parce que précisément, je suis de ceux qui se dressent, mes cheveux, si j'en avais, se dresseraient sur ma tête lorsque j'entends le mot réaliste. Soyez réaliste. Ça veut dire quoi? Soyez réaliste, ça veut dire simplement soyez conservateur. Adaptez-vous à ce qui est fait de cette manière, aux routines. Donc, nous sommes des ordinateurs créalistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut intégrer certains mots. Il faut intégrer certains mots qui nous aident à penser, qui sont tout simples. Alors j'explique par exemple dans mon livre que effectivement nous sommes des cyborgs depuis très longtemps. Le numérisme n'est pas nouveau, puisque le fait de ordonner le monde à travers des chiffres, des protocoles, des mesures, ça date, je dirais, ça définit la technique humaine, donc la geste humaine. Et nous sommes des cyborgs. Il y a un manifeste de Donna Haraway, manifeste du cyborg, qui dit très bien, mais à partir du moment où on utilise un marteau, on n'est plus tout à fait le même. On est un homme-machine. Donc aujourd'hui, avec l'ordinateur, les portables, etc., bien sûr, qu'ils font partie de notre corps, ils font partie de notre corps étendu, on va dire. Et Internet est bien sûr une extension de notre cerveau. Donc si on limite l'accès à Internet, si on le ralentit, ou même, comme c'est le cas dans certaines entreprises, si on le limite, eh bien, c'est comme si on nous coupait d'une partie de notre cerveau. Nous sommes donc des codeurs, les codeurs du réel, ce que j'appelle les créalistes. Ce qui introduit, alors je ne vais pas évidemment entrer dans les détails, mais ça introduit certaines conséquences, notamment en matière d'éducation. Alors tout à l'heure, je crois un sociologue va intervenir qui est sûrement bien mieux informé que moi, mais il me semble qu'il ne s'agit pas simplement de donner accès aux données et qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des réseaux plus ou moins rapides, bien sûr que c'est important, mais ce qui est important surtout, c'est d'enseigner précisément que les choses ont été conçues d'une certaine manière plutôt qu'une autre et que cela relève toujours d'une forme d'arbitraire. Donc, on appelle ça, en termes de hacking, on appelle ça de la rétroconception ou du reverse engineering en anglais. C'est-à-dire qu'on prend un objet, un portable, un ordinateur, une machine ou même une idée, un protocole, une manière de faire des mathématiques, etc. Et on explique non pas pourquoi c'est comme ça ou comment simplement l'utiliser, mais comment ça a été construit comme ça, selon quelles idées, selon quelles conceptions, selon quelle foi. Parce qu'il y a toujours, c'est le travail d'un philosophe, c'est de montrer qu'il y a toujours une idéologie derrière les moindres petits actes quotidiens. Et donc bien sûr, une fois qu'on aura appris aux enfants non seulement à penser, mais à apprendre aux machines à penser, puisqu'il n'y a pas une seule façon de penser, mais diverses façons de penser. Donc bien sûr qu'il faut introduire des notions de codage, des notions de construction numérique. Alors on aura appris la décision. Ça sonne un peu comme un discours politique, donc je vais laisser la place à des questions, mais une autre anecdote intéressante. Si je vous pose la question, les ordinateurs ou les computers, maintenant, parce qu'on a appris qu'il faut dire computers, sont-ils de gauche ou de droite? Ceux qui pensent que les computers sont de gauche, lèvent la main. Il y a une personne. Donc, vous pensez tous que les computers sont de droite. Eh bien, Salvador Allende au Chili en 1971 pensait qu'ils étaient de gauche. Et c'est la première grande tentative d'introduire l'informatique dans la gestion de tout un pays. Alors que le pays était au bord de la banqueroute, il a fait venir un grand spécialiste de la cybernétique et il a essayé de relier l'ensemble des entreprises et les citoyens au gouvernement pour créer comme ça des sortes de pré-État sondagier, mais dans l'optique d'Allende, c'était quelque chose de très citoyen.
Alors ça n'a pas marché, comme vous le savez, puisque les Américains ont saboté un peu l'histoire du Chili. Mais je pense, moi, et ce sera ma conclusion, que, parce qu'on entend beaucoup de discours politiques depuis tout à l'heure, j'avoue, moi, gauche-droite, je ne sais plus très bien ce que ça veut dire, surtout en France. Moi, j'ai voté à gauche, mais je me demande où est, on parle de révolution, mais il faudrait que la révolution ne soit pas seulement numérique quand même, qu'on ait un peu plus d'audace à gauche. Et je trouve que la France manque un peu de joie en ce moment, vous le dites tous, hein, mais même de jouissance. Alors j'avais envie pour conclure, ou de jouissance, comme dirait Hélène Sixou. On a l'impression que la phrase type du français moyen aujourd'hui, c'est « le passé me pèse, le présent me dégoûte ou m'indiffère, l'avenir me fait peur ». Et c'est un pastiche d'une phrase de Sade, puisqu'on parle de jouissance, que j'aimerais vous lire pour conclure. Peut-être pour sortir d'une république un peu trop peine à jouir. Je vous rappelle que Sade est l'auteur de Français, encore un effort pour devenir révolutionnaire, pas seulement d'autres choses un peu plus matérielles ou charnelles. Voilà la phrase de Sade. « Le passé m'encourage, le présent m'électrise, je crains peu l'avenir. » Voilà, j'espère que cette phrase pourrait se répandre. Merci.